Lorsque Joaquín El Chapo Guzmán a posé le pied dans l'enceinte de l'ADX Florence, il s'attendait à une prison semblable à celle dont il s'était déjà échappé au Mexique. Mais il s'est rapidement rendu compte que cet endroit n'avait rien d'ordinaire. Ici, les murs ne sont pas seulement faits de béton et d'acier, ils sont conçus pour briser les hommes. Chaque brique, chaque couloir, chaque porte verrouillée murmurait le même message. Il n'y a pas d'issue. Surnommée l'Alcatraz des Rocheuses et même une tombe vivante, cette forteresse est réservée uniquement à ceux qui sont jugés trop dangereux pour être détenus ailleurs. Mais comment un baron de la drogue, autrefois intouchable, réagit-il lorsqu'il est piégé dans une prison conçue pour empêcher toute évasion, même celle issue de son imagination? El Chapo oserait-il planifier une nouvelle évasion ici, où même la plus petite fissure est colmatée? Quel genre de voisins partagent les mêmes murs? Des terroristes, des espions, des assassins? Et quelle réalité quotidienne pourrait être si accablante que certains détenus préfèrent mourir plutôt que de la supporter? Pour le savoir, nous devons entrer dans Florence et comprendre pourquoi cet endroit ne ressemble à aucune autre prison sur Terre. La prison construite pour les monstres, cachée au cœur des montagnes escarpées du Colorado, loin des autoroutes et des villes, se dresse une forteresse qui ressemble davantage à une base militaire qu'à une prison. ADX Florence, l'établissement pénitentiaire à sécurité maximale. Sur le papier, il s'agit simplement de la prison fédérale la plus sécurisée des États-Unis. En réalité, c'est une cage humaine conçue non seulement pour enfermer des corps, mais aussi pour détruire des esprits. Sa conception même est effrayante. Les murs extérieurs s'élèvent comme des falaises abruptes de béton, un labyrinthe de clôtures en acier renforcé, de détecteurs de mouvement, de capteurs de pression et d'interminables bobines de fils barbelés qui scintillent sous le soleil. Des tours de garde surplombent chaque centimètre du périmètre, équipés de fusils et de lunettes de visée, capables de suivre une cible en mouvement en quelques secondes. Vu d'en haut, le plan ressemble à un X géant gravé dans le désert, chaque ligne étant conçue dans un seul but: rendre l'évasion non seulement impossible, mais inimaginable. Les détenus ne s'approchent jamais de la clôture extérieure. Ils sont maintenus à l'intérieur de plusieurs niveaux de sécurité, au-delà de couloirs où les portes ne s'ouvrent qu'une fois la dernière derrière eux verrouillée, au-delà de portails qui peuvent être fermés en un instant. Même le personnel se déplace dans ce bâtiment comme s'il était vivant. Les portes s'ouvrent une à une dans un bourdonnement, les caméras suivent chaque pas. Il n'est pas seulement surveillé, il est contrôlé. Et qui est envoyé ici? Seuls les pires des pires, des terroristes comme Ramzi Youssef, l'homme qui a planifié le premier attentat à la bombe contre le World Trade Center. Ted Kaczynski, alias Una Bomber, a passé ses dernières années ici. Richard Reid, le tristement célèbre Shoe Bomber. Des chefs mafieux, des leaders de cartels, des meurtriers de masse et même des espions qui ont vendu des secrets à des gouvernements étrangers. Des personnes trop dangereuses, trop rusées ou trop violentes pour n'importe quelle autre prison américaine. D'anciens directeurs et gardiens ont admis quelque chose d'inquiétant à propos de Florence. La violence que l'on trouve dans d'autres prisons, guerres de gangs, émeutes, agressions à l'arme blanche, n'existe pratiquement pas ici. Non pas parce que les hommes se sont amendés, mais parce que le système les a privés de toute possibilité de se rebeller. L'architecture elle-même est la plus grande arme de la prison. Les cellules sont creusées dans le béton et l'acier. 2 petites boîtes avec un lit, un lavabo, des toilettes et un bureau, tous moulés dans le mur. Les portes sont en métal massif avec des fentes à peine assez grandes pour y glisser un plateau repas. Les fenêtres, juste une fente de 10 cm, orientée vers le ciel. Pas d'horizon, pas de montagne, pas de monde au-delà, seulement un morceau de nuage qui défile. Même la nature est rationnée ici. Les détenus passent 22 à 23 heures par jour dans ces boîtes. La seule heure de temps à l'extérieur ne signifie pas air frais et grands espaces. Il s'agit plutôt d'un autre enclos en béton. Une cage vide avec de hauts murs et un bout de ciel au-dessus. Beaucoup comparent cela à se tenir au fond d'un puits profond. Le soleil vous touche, mais la liberté ne vous touche jamais. C'est pourquoi on l'appelle une version propre de l'enfer. Pas de sang sur les murs, pas de cris dans les couloirs, seulement le silence, la routine et la lente érosion de l'identité d'un homme. Ici, la violence n'est pas nécessaire pour vous briser. Le temps, l'isolement et l'architecture s'en chargent à sa place. Ainsi, lorsque Joaquín El Chapo Guzmán et Guzmán est arrivé à l'ADX Florence, après avoir passé des décennies à soudoyer des gardiens, à creuser des tunnels et à humilier des gouvernements entiers avec ses évasions, il s'est retrouvé face à une vérité qu'il n'avait jamais connue auparavant. Il n'y a pas de faille dans ce système, pas de tunnel à creuser, pas de gardien faible à soudoyer, pas même un horizon vers lequel rêver. Mais comment est-il arrivé ici?
Quel échec au Mexique a finalement poussé les États-Unis à demander la garde du baron de la drogue le plus insaisissable de l'histoire? Et quelle série de trahisons, d'erreurs et d'évasions désespérées l'a conduit directement dans la prison la plus sécurisée de la planète? Comment El Chapo s'est retrouvé ici? Pendant des années, Joaquín El Chapo Guzmán était plus qu'un simple baron de la drogue, c'était une légende. Au Mexique, son nom avait deux facettes. Pour certains, il était un baron impitoyable, la main invisible derrière des enlèvements, des meurtres et des milliards de dollars de stupéfiants qui inondaient les États-Unis. Pour d'autres, en particulier dans les villages ruraux où il distribuait de l'argent, construisait des routes et finançait des écoles, il était presque un héros populaire, un Robin des Bois qui s'opposait au gouvernement. Mais les légendes ont tendance à devenir des mythes lorsqu'elles semblent intouchables. Et pendant des décennies, El Chapo semblait être exactement cela. Un fantôme qui passait toujours entre les mailles du filet, un homme dont le pouvoir ne s'arrêtait pas au mur de la prison. Sa première évasion en 2001 a consolidé sa réputation. À l'époque, Guzmán était enfermé à Puente Grande, l'une des prisons les plus sécurisées du Mexique. Des gardes patrouillaient dans les couloirs, des portes en acier se fermaient à chaque coin et le gouvernement promettait au monde entier que El Chapo était enfin maîtrisé. Mais en réalité, la prison était son palais. Il payait les gardes, recevait ses invités dans sa cellule et vivait mieux que la plupart des hommes chargés de le surveiller. Puis, une nuit de février, il a réussi l'impossible. Il s'est glissé dans un chariot à linge et est sorti par la porte principale. Avec quelques pots de vin et un peu de patience, l'homme le plus dangereux du Mexique s'est enfui comme une ombre. Au cours des 13 années suivantes, Guzmán a reconstruit son empire. Le cartel de Sinaloa est devenu l'organisation de trafic de drogue la plus puissante au monde, acheminant de la cocaïne, de l'héroïne, de la méthamphétamine et de la marijuana à travers les frontières avec une précision militaire. Et tandis que les cartels rivaux s'effondraient dans des guerres sanglantes, El Chapo trouvait toujours le moyen de garder 2 longueurs d'avance. Puis vint 2014. Dans la ville côtière de Mazatlan, les marines mexicains, guidés par les services de renseignement américains, ont fait une descente dans un immeuble où Guzmán se cachait. Après une brève poursuite, ils l'ont arrêté. Le monde entier a célébré cet événement. Les politiciens ont crié victoire. Les gros titres annonçaient dès que le règne du baron de la drogue était enfin terminé. Mais El Chapo n'en avait pas fini. Pas encore. En 2015, il a de nouveau disparu. Cette fois-ci, son évasion était un chef-d'œuvre d'ingénierie. Sous la douche de sa cellule, un tunnel de plus d'1 kilomètre s'étendait sous terre, renforcé par du bois, équipé de lumières électriques et ventilé par un système d'aération complexe. À l'autre bout, une moto montée sur des rails attendait, utilisée pour transporter la terre et les fournitures pendant le creusement et pour emmener Guzmán vers la liberté en quelques minutes. L'opération a dû nécessiter des mois de préparation, des millions de dollars et la coopération de dizaines de personnes. Mais pour El Chapo, ce n'était qu'un rappel supplémentaire au monde entier. Aucune prison ne pouvait le retenir. Cette évasion a humilié le gouvernement mexicain. Si la première évasion avait été choquante, la seconde était dévastatrice. Les gens ne croyaient plus que l'État pouvait le contenir. Pour les États-Unis, où les drogues d'El Chapo alimentaient une crise des opioïdes, la situation était devenue intolérable. La pression montait et le Mexique savait qu'il ne pouvait se permettre un autre embarras. En janvier 2016, le destin l'a finalement rattrapé. Après des mois de cavale, Guzmán a été acculé dans une planque à Los Mochis, dans l'état de Sinaloa. Une fusillade a éclaté. Les marines ont pris d'assaut le bâtiment. Les balles ont transpercé les murs et les fenêtres. Mais cette fois-ci, le fantôme n'a pas disparu. El Chapo a été capturé, vivant. Le monde entier a vu les soldats traîner dans la boue le baron de la drogue, autrefois intouchable, la chemise déchirée, sa légende en lambeaux. Le Mexique n'avait pas le choix. Cette fois-ci, Guzmán ne resterait pas sous sa garde. Un an plus tard, en janvier 2017, des soldats lourdement armés l'ont escorté jusqu'à un avion qui l'attendait. Destination, New York. Pour la première fois, l'homme qui se moquait autrefois des frontières était transporté par avion à travers l'une d'elles, enchaîné et impuissant. Son procès aux États-Unis a été aussi dramatique que sa vie. Les témoins se sont succédés, anciens alliés, ex-gardes du corps, voire membres de sa famille, brossant le portrait d'un homme qui a bâti un empire fondé sur la peur, la richesse et le sang. Les preuves étaient accablantes. Écoutes téléphoniques, SMS, expéditions, relevés bancaires. Après 3 mois, le jury n'a eu besoin que de quelques heures pour rendre son verdict, coupable de tous les chefs d'accusation. En 2019, Joaquín Guzmán a été condamné à la prison à vie, plus 30 ans.
Mais une dernière question subsistait. Où envoyer un homme qui a transformé la prison en scène pour sa légende? La réponse était évidente. Les États-Unis ne prendraient nos pas de risque. Pas avec le roi des évasions. Pas avec l'homme qui a fait passer les gouvernements pour des faibles. Il serait envoyé dans le seul endroit conçu pour engloutir les légendes tout entières, l'ADX Florence. Mais une fois à l'intérieur, quel genre de vie l'attendait? Comment un homme qui commandait des armées et régnait sur des royaumes pouvait-il faire face à un monde réduit à une cellule de 2 mètres sur 3,5 mètres? Et à quoi ressemblait la survie au quotidien lorsque le silence devenait plus assourdissant que les barreaux de la prison? La vie à l'intérieur de la cellule. À l'ADX Florence, il est impossible d'échapper à la réalité. Chaque détail du bâtiment est conçu pour vous rappeler que vous êtes impuissant. Pour Joaquín El Chapo Guzmán, un homme qui dînait autrefois avec des présidents, se promenait librement dans sa ville natale en héros et commandait un empire qui s'étendait sur plusieurs continents. La chute est brutale. Son monde s'est réduit à un espace plus petit qu'une salle de bain moyenne. La cellule ne mesure que 2,13 mètres de large sur 3,66 mètres de long. 3 murs solides en béton gris et un 4e en acier le maintiennent à sa place. Le lit, le bureau, le lavabo, les toilettes ne sont pas des objets séparés, mais font partie intégrante de la pièce, moulée dans la structure. Rien ne peut être déplacé, rien ne peut être changé. Le matelas fin, la couverture rugueuse, la lumière fluorescente au-dessus de sa tête. Tels sont ses seuls compagnons. La fenêtre est peut-être le piège le plus cruel. Il s'agit d'une étroite fente d'à peine 10 cm de large, inclinée vers le haut, qui ne laisse voir qu'un petit bout de ciel. Pas l'horizon, pas les montagnes qui entourent Florence. Juste un rappel que le monde extérieur existe toujours, mais qu'il est hors de portée. Les détenus la décrivent souvent comme une fenêtre qui vous montre la liberté, tout en se moquant du fait que vous ne pourrez jamais l'atteindre. La journée commence tôt. À 5 heures du matin, les lumières s'allument automatiquement, que El Chapo ait dormi ou non. Ici, il n'y a pas de lever de soleil, pas de rythme naturel pour l'aider à démarrer la journée. Les gardiens arrivent avec son petit déjeuner, généralement des flocons d'avoine, du pain et un fruit. Le plateau glisse à travers la fente de la porte, le métal claque contre le métal, puis le silence revient. Le silence est constant. Contrairement au chaos des prisons mexicaines, où des accords étaient conclus dans les couloirs et où les gardiens pouvaient être soudoyés d'un simple signe de tête, Florence n'offre aucune opportunité. La conception même du bâtiment garantit que les détenus ne se croisent jamais. Les couloirs sont construits avec des virages sans visibilité, de sorte que les prisonniers ne peuvent même pas s'apercevoir lorsqu'ils se déplacent. Les voix sont rares. Les pas résonnent brièvement, puis disparaissent. Le son dominant est le néant. Son emploi du temps est précis, immuable. 3 repas par jour, tous fades et dépourvus de culture. Haricots, riz, poulet, légumes. Ils sont conçus pour être nutritifs, pas pour être savoureux. Pour un homme qui organisait autrefois de somptueux festins dans des haciendas, c'est une punition supplémentaire. La nourriture n'apporte plus de plaisir, seulement de quoi se nourrir. Le temps passé hors de sa cellule est limité à 1 heure par jour, et même cela s'accompagne de chaînes. Lorsque El Chapo quitte sa cellule, ses poignets sont menottés, ses chevilles enchaînées et ses mouvements étroitement contrôlés par les gardes. Faire de l'exercice ne signifie pas courir dans des cours ouvertes ou respirer l'air frais. Au contraire, cela se passe dans ce que les détenus appellent sinistrement le parc pour chiens. Un enclos en béton nu, entouré de murs si hauts que le ciel n'est plus qu'un rectangle au-dessus. Pas d'herbe, pas d'arbres, pas d'horizon. Certains le décrivent comme un cercueil géant en béton. À son retour, il ne reste plus que les murs. Quelques livres approuvés, des journaux censurés par le personnel et une télévision avec une programmation limitée et différée. L'écran est fixé au mur, les chaînes sont choisies pour lui. Même le flux d'informations est contrôlé. Les contacts avec la famille sont pratiquement inexistants. Les lettres sont lues et censurées. Les appels téléphoniques sont rares et surveillés. Les visites, lorsqu'elles sont autorisées, se déroulent derrière une vitre épaisse, avec des gardes qui écoutent chaque mot. Pour un homme qui s'entourait autrefois de dizaines de gardes du corps, de conseillers et d'alliés, l'ADX offre le contraire, une solitude totale. Les psychologues avertissent depuis des années que ce type d'environnement brise l'esprit humain. Certains prisonniers marchent sans cesse jusqu'à former des rainures dans le sol en béton. D'autres se parlent à eux-mêmes, crient contre les murs ou sombrent dans une profonde dépression. On raconte que certains hommes supplient d'être transférés n'importe où ailleurs, n'importe où sauf à Florence. Ainsi pour El Chapo, l'homme qui commandait autrefois des armées et qui s'était frayé un chemin vers la liberté. La véritable bataille n'est plus contre les soldats, les cartels rivaux ou les gardiens de prison.
Elle est contre le silence, contre les murs qui ne bougent jamais, contre une vie qui a été dépouillée de tout choix. Mais la véritable punition de Florence n'est pas la nourriture, le béton, ni même le manque de liberté. C'est la guerre qu'elle mène contre l'esprit humain. Combien de temps faudra-t-il avant que même les personnalités les plus fortes commencent à craquer? Combien de temps avant que le silence ne devienne plus fort que les cris? Et El Chapo, l'homme qui semblait autrefois indestructible, est-il déjà en train de perdre la bataille dans sa propre tête? Un avenir enfoui sous le béton. Pour répondre à ces questions, il faut se projeter dans l'avenir, dans les années, les décennies qui s'étendent encore devant Joaquín Guzmán. Sa peine n'est pas temporaire, elle ne se mesure pas en mois, ni même en années. Elle est éternelle. La prison à vie, plus 30 ans. Un avenir sculpté, non pas dans le possible, mais dans le béton. Pour Joaquín El Chapo Guzmán, l'avenir est déjà écrit, et il est gravé dans le béton. En 2019, les mots du juge ont scellé son destin avec une clarté effrayante. La prison à vie, plus 30 ans, pas de libération conditionnelle, pas de négociation, plus aucune monnaie d'échange sur la table. Pour un homme qui a autrefois commandé des armées de tueurs, corrompu des politiciens et franchi les murs de la prison comme s'ils étaient faits de papier, cet avenir est d'une simplicité brutale. Il vieillira et mourra dans le silence. El Chapo est aujourd'hui âgé de plus de 60 ans. Le temps, plus que les gardiens ou les murs, est devenu son geôlier le plus impitoyable. Chaque année passée à Florence lui enlève plus que sa liberté. Elle lui enlève sa santé, sa vitalité et son identité. Sa présence autrefois redoutée, petit, trapu mais rayonnant d'autorité, a été réduite à celle d'un détenu qui traîne les pieds au fil de journées identiques. Des recherches montrent Simon que les hommes soumis à un isolement cellulaire prolongé souffrent souvent d'un vieillissement accéléré. Baisse de la vue, affaiblissement musculaire, problèmes cardiovasculaires et lente désintégration des facultés mentales. Sa famille le sait aussi. L'épouse d'El Chapo, Emma Coronel, a elle-même été arrêtée et condamnée pour avoir aidé à gérer son cartel. Ses fils, connus sous le nom de Los Chapitos, sont soit en fuite, soit poursuivis en justice au Mexique et aux États-Unis. L'empire qu'il s'est battu pour préserver est déjà en train de s'effondrer. Et tandis que Guzmán est enfermé dans une cellule de 2 mètres sur 3, les cartels rivaux étendent leur emprise, des combats font rage dans son pays natal et le monde continue lentement de tourner sans lui. Ses avocats ont tenté d'adoucir son sort. Ils ont fait valoir que les conditions de détention à l'ADX étaient inhumaines, que son état de santé déclinant méritait un traitement spécial, que des décennies d'isolement équivalaient à une torture psychologique. Mais les tribunaux américains ont adopté une position inébranlable. El Chapo ne quittera jamais Florence. Il ne retournera jamais au Mexique. Il ne respirera plus jamais l'air libre. Et il ne s'agit pas seulement d'une question de punition, mais aussi de symbolisme. En enfermant Guzmán dans la prison la plus dure des États-Unis, le gouvernement américain a envoyé un message non seulement à lui, mais aussi à tous les barons de la drogue encore en liberté. Personne n'est intouchable. L'homme qui a humilié des gouvernements, bafoué les frontières et creusé des tunnels pour s'évader de prison est désormais enfermé dans un système qui ne présente aucune faille à exploiter. L'histoire offre des exemples sinistres de ce à quoi pourrait ressembler son avenir. Ted Kaczynski, alias Unabomber, s'est éteint dans sa cellule de Florence avant de mettre fin à ses jours après des décennies d'isolement. Ramzi Youssef, le cerveau de l'attentat à la bombe du World Trade Center en 1993, serait devenu presque aveugle après avoir passé des années à fixer la fente de ciel visible à travers sa fenêtre étroite. D'autres chefs mafieux et terroristes sont simplement morts dans leurs cellules, leurs noms disparaissant des gros titres jusqu'à ne devenir que des numéros dans les registres pénitentiaires. La fin d'El Chapo sera probablement similaire à la leur. Pas d'évasion spectaculaire, pas de bataille finale sanglante, mais un lent déclin, son corps vieillissant, son esprit luttant contre le silence, son nom de moins en moins mentionné jusqu'à disparaître complètement. Et c'est peut-être là le rebondissement le plus cruel. Pour un homme qui a bâti sa réputation sur le pouvoir, la notoriété et la peur, l'avenir ne promet ni feu ni violence, mais l'effacement. On ne se souviendra pas de lui pour la façon dont il a vécu, mais pour la façon dont il a disparu, se fondant un jour dans la longue liste des hommes morts derrière les murs de Florence. La question n'est donc pas de savoir si El Chapo mourra à l'ADX Florence. La question est de savoir comment. Supportera-t-il des décennies de silence, l'esprit intact mais le corps en décomposition? Ou bien la prison elle-même, avec sa routine sans fin et sa solitude écrasante, aura-t-elle raison de sa santé mentale bien avant que la mort ne survienne?
L'avenir d'El Chapo ne dépend donc pas d'une évasion, d'un empire ou même de sa survie au sens physique du terme. Il dépend de son endurance. Combien de temps tiendra-t-il avant que le silence ne commence à éroder sa volonté, avant que ses propres pensées ne deviennent ses pires ennemis? Car à l'ADX Florence, les murs ne sont pas seulement conçus pour vous retenir, ils sont conçus pour vous détruire. Et c'est là que commence la bataille finale, la plus terrifiante, celle de l'esprit. Car l'empire d'El Chapo s'étendait autrefois sur plusieurs continents, mais son avenir ne s'étend désormais que sur 2 mètres sur 4. Le jeu mental, briser les prisonniers mentalement. ADX. Florence n'a jamais été une simple prison. Elle a été conçue comme une arme psychologique, un lieu où les murs ne se contenteront pas d'enfermer le corps, mais démantèlent l'esprit morceau par morceau. Ici, le silence est plus assourdissant que les coups de feu. L'absence de contact, de voix, de liberté devient une forme de torture à part entière. Et l'histoire a déjà montré ce qui arrive aux hommes qui passent trop d'années dans cette forteresse. Même les personnalités les plus fortes finissent par craquer. À Florence, la réalité se réduit à des routines. Réveil à 5 heures, repas, compte, menottes, exercice, seul dans un enclos en béton. Menottes retirées, compte, lumière, silence, sommeil si le sommeil vient, et ainsi de suite. Les jours ne ressemblent pas à des jours, mais à une heure qui se répète à l'infini. Sans véritable lumière du soleil, sans visage varié, sans horizon, le cerveau perd ses repères. Le temps se déforme, la mémoire s'estompe, le moi rétrécit. Les psychologues appellent cela la privation sensorielle et sociale. Le cerveau, conçu pour la stimulation et la connexion, commence à se révolter lorsque ces 2 éléments lui sont refusés. Les détenus rapportent entendre des sons fantômes, des bruits de pas qui n'existent pas, des voix dans le couloir que personne d'autre n'entend. D'autres deviennent hypersensibles. Le bourdonnement d'une porte leur semble être une sirène. Le bruit d'un plateau peut déclencher une rage soudaine. L'esprit cherche à tâtons des schémas dans le vide et trouve parfois des monstres là où il n'y en a pas. C'est voulu. L'ADX est conçu pour empêcher tout contact humain, des angles morts pour qu'aucun détenu ne puisse voir un autre détenu en transit. Des fenêtres étroites inclinées pour ne montrer qu'un petit bout de ciel, des portes solides qui étouffent les sons. Même la cour est une pièce, une boîte en béton avec un plafond en treillis métallique et un carré de lumière. Le bâtiment lui-même devient le gardien. Ce sont les murs qui parlent, et ce qu'ils disent à chaque minute c'est « tu es seul ». Certains hommes tentent de lutter contre le vide à l'aide de rituels, une centaine de pompes, puis une centaine d'autres. Relire les mêmes pages jusqu'à ce que les mots s'impriment dans leur mémoire. Rédiger des requêtes juridiques ligne par ligne, non pas parce qu'ils espèrent gagner, mais parce qu'écrire leur donne l'impression de respirer. Compter les carreaux, les marches, les respirations, les battements de cœur. Un micro-contrôle pour remplacer le macro-pouvoir qu'ils exerçaient autrefois. Une routine devient une corde dans l'obscurité, fine, effilochée, mais à laquelle s'accrocher. D'autres se replient sur eux-mêmes de manière plus dangereuse. La colère ricoche à l'intérieur de la cellule, sans nulle part où aller. La paranoïa s'installe. Le sommeil se fracture en brefs éclats. Les rêves deviennent plus vivants que la vie éveillée. La vie éveillée ressemble à un rêve dont on ne peut se réveiller. Les gardiens, formés pour maintenir une distance, deviennent les seules voix qu'un homme entend. Et ces voix sont sèches, procédurales, impersonnelles. Un nom devient un numéro devient un silence. L'institution connaît ce tribut. Il est inscrit dans des décennies de procès et de témoignages. L'isolement à long terme est corrélé à la dépression, aux crises de panique, à la perte du contrôle des impulsions, voire à l'automutilation. Les histoires qui ont filtré au fil des ans ne sont pas dramatiques à cause du sang. Elles sont effrayantes à cause du vide. Des hommes qui commandaient autrefois des empires passent désormais 15 minutes à décider s'ils vont s'asseoir ou rester debout, simplement pour rompre la monotonie. Des hommes qui pleurent silencieusement après un appel téléphonique de 5 minutes parce que le choc d'une voix humaine les frappe comme une vague, puis disparaît. Pour Joaquín El Chapo Guzmán, le piège est particulièrement cruel. Son empire fonctionnait dans le bruit. Des radios, des radios, des radios, des ordres envoyés, des ordres reçus. Des portes s'ouvraient d'un signe de tête. L'argent liquide passait entre les mains. Dans les prisons mexicaines, même derrière les barreaux, il créait des courants, des couloirs d'influence, des faveurs échangées, des gardiens persuadés, du mouvement, de l'action. L'ADX n'offre rien de tout cela. Ici, il n'y a pas de scène pour le charisme, pas de terrain pour la ruse.
Le système ne le combat pas, il l'absorbe simplement. À quoi ressemble une journée dans sa tête? Il pourrait essayer de comploter, un réflexe affiné au fil des décennies, pour se heurter à chaque fois à un mur de béton. Qui pourrait-il soudoyer? Qui pourrait-il commander? Un plan a besoin de personnes, et Florence soustrait les personnes de l'équation. Ainsi, l'esprit, privé de stratagème, se tourne vers le seul champ de bataille qui reste, lui-même. Les souvenirs se rejouent, d'abord comme un réconfort, puis comme une provocation. Les visages s'estompent, les voix s'estompent. Le passé devient plus fort que le présent, jusqu'à ce que le présent ressemble à un couloir étroit reliant hier à rien. La voie de la libération progressive, qui existe en théorie, un assouplissement lent et conditionnel des restrictions en cas de bonne conduite, n'offre guère d'espoir à quelqu'un dont la notoriété même est la raison pour laquelle il se trouve ici. Pour des hommes comme El Chapo, le système est méfiant par défaut. Chaque privilège est rare, fragile, révocable. Et même lorsque les routines s'assouplissent d'un pouce, les murs restent exactement où ils sont. Les soins médicaux et les contrôles de santé mentale ont bien lieu. Les documents administratifs indiquèrent que les cases sont cochées, mais aucune thérapie ne peut remplacer un monde, aucune pilule ne peut simuler la famille, aucun protocole ne peut redonner à un homme son horizon. La psyché humaine se développe à la lumière du soleil et se rétrécit dans l'ombre. Florence est conçue pour être dans l'ombre. La question n'est donc pas de savoir si cet endroit est difficile. Il s'agit de savoir s'il est possible d'y survivre de la manière qui importe le plus, non seulement en tant que corps qui continue de respirer, mais aussi en tant qu'esprit qui reste intact. Le bilan ici est sombre. Certains hommes s'adaptent en devenant des versions réduites d'eux-mêmes, en gommant leurs aspérités, en choisissant l'engourdissement plutôt que la rage. D'autres se fracturent, silencieusement, invisiblement, jusqu'à ce que la personne qui est entrée ne soit plus celle qui reste. Quelques-uns brûlent à vif. Explosions, actes d'autodestruction, tentatives désespérées de ressentir quelque chose, et El Chapo, l'homme qui a fait de la Terre elle-même son allié, tunnel, couloir, voie d'évasion, se tient désormais au-dessus du sol, sans nulle part où aller. Les centimètres de fenêtre lui enseignent une leçon plus brutale que n'importe quelle sentence. Tu peux voir le ciel, mais tu ne peux pas t'en approcher. Tu peux te souvenir du monde, mais tu ne peux pas le toucher. Tu peux être en vie, sans pour autant vivre. S'il lui reste une forme de résistance, elle ne ressemblera pas à la légende. Ce ne sera pas un tunnel, un pot de vin ou une fusillade, ce sera obstiné, invisible, interne. Le choix de respecter un emploi du temps, de garder une pensée, de conserver son identité. Survivre au vide, un jour après l'autre. C'est la seule rébellion que Florence reconnaît, et c'est celle que la prison a été construite pour surmonter, car cet endroit n'a pas besoin de vous briser. Il lui suffit d'attendre que vous oubliez qui vous étiez. Alors, quand les gens demandent « Comment El Chapo réagit-il à la prison la plus sécurisée au monde ?», la réponse la plus vraie est peut-être la plus silencieuse. Il réagit comme tous les hommes ici finissent par le faire, en mesurant la vie en centimètres plutôt qu'en kilomètres, en minutes plutôt qu'en heures-années, en une bande de ciel plutôt qu'en horizon. En apprenant que le contraire de la liberté n'est pas les chaînes, c'est le silence. Et à Florence, le silence a toujours le temps. Joaquín El Chapo, Guzmán vivait autrefois comme si le monde lui appartenait. Il a construit des tunnels qui se moquaient des gouvernements, acheté le silence avec de l'or et s'est échappé des prisons comme si les murs étaient en papier. Pendant des décennies, il semblait intouchable, un homme pour qui les cages étaient temporaires et l'évasion inévitable. Mais l'ADX Florence est différente. Ici, il n'y a pas de failles à exploiter, pas de gardes à soudoyer, pas d'alliés qui attendent au-delà des murs. Seulement le silence, seulement la répétition, seulement un avenir qui rétrécit de jour en jour. Pour El Chapo, le baron de la drogue le plus redouté de son époque, le plus grand spécialiste de l'évasion de l'histoire moderne, il n'y a finalement aucune issue. Son empire s'étendait autrefois sur plusieurs continents. Mais aujourd'hui, son monde se résume à un espace de 2 mètres sur 4. Un empire de béton, d'ombre et de silence. Peut-être que l'homme qui a échappé à tout a enfin trouvé la prison conçue pour l'anéantir. Et si vous pensez que c'est la fin de l'horreur derrière les barreaux, détrompez-vous. Car ce qui se passe lorsque des hommes et des femmes sont enfermés ensemble dans la même prison défie l'imagination. Et la réalité de la prison la plus brutale au monde vous glacera le sang.